Sport le plus populaire au monde, le football, en France, est devenu le business de tous les excès. Le dernier livre du célèbre journaliste sportif Daniel Riolo, KO Football Club, coécrit avec Abdelkrib Branin, aux éditions Hugo Sport, décrit les coulisses du virage très dangereux qu'emprunte ce sport depuis quelques années. On parle de grand banditisme, d'escroquerie, de corruption autour de jeunes joueurs devenus des mines d'or que beaucoup s'arrachent par tous les moyens. De la haute fédération française jusqu'à la banlieue, ce livre recense un certain nombre d'anecdotes glauques et totalement lunaires concernant certaines stars du ballon rond. Est-ce que la France du foot est devenue un pays à fuir pour les professionnels du milieu? Ah non, c'est plutôt le pays où il faut être si tu veux essayer de faire un peu d'argent. On est le pays qui exporte le plus de joueurs. Enfin, pour ce business-là, j'entends. Ouais. Hein. Pour le trading de joueurs, notre football repose principalement sur cette activité économique. Hein. Nos deux piliers sont, et d'un côté, les droits télé qu'on va chercher à maintenir à l'automne prochain, et le trading de joueurs, à savoir donc tu formes, tu vends, tu exportes. Et on est maintenant... c'est toujours une année oui, une année non devant le Brésil en matière de joueurs exportés. Donc ça crée une véritable économie. Et c'est cette économie-là dont on parle. On prend l'image assez facile du gros gâteau. Et tout le monde veut une part du gros gâteau. On va dire qu'avant, elles étaient peut-être un petit peu moins réparties. Il y avait un peu moins de convives. Parfois, convives, c'est quand tu es invité. Parfois, il y a des gens qui ne sont pas invités, mais qui veulent quand même une part du gâteau. Et il y a effectivement de plus en plus de gens qui se disent que il y a peut-être effectivement des miettes à aller chercher. Sur quelques affaires qu'on a traitées, quand on a rencontré comme on dit dans le milieu, des proches du dossier ou des enquêteurs qui nous disaient il y a pas mal de gens, même dans le banditisme, qui... se sont aperçus que c'était beaucoup moins risqué que le trafic de stupes, d'essayer de mettre son nez dans un transfert ou d'essayer de mettre un coup de pression à un agent pour finalement voir s'il n'y a pas matière à récupérer quelque chose sur le transfert d'un joueur. Donc, pour répondre à tes questions, je ne sais pas s'il faut fuir la France. Et puis, de toute façon, c'est une sorte, comme on le dit dans les premiers chapitres, ne serait-ce que l'Île-de-France, c'est une sorte de Silicon Valley, quoi. On est une fabrique à joueurs. On fabrique énormément de joueurs de foot. C'est une industrie, vraiment. Non, bien sûr, mais quand on lit votre livre, on constate quand même qu'il y a un milieu particulièrement malsain autour des jeunes joueurs, des jeunes pépites que tout le monde s'arrache, etc. Ah, il y a peut-être, en tout cas, on le constate chez certains joueurs, à un moment, une volonté de s'en aller pour échapper à certains gratteurs ou certains vautours. Ils sont plus tranquilles quand ils partent à l'étranger, quand ils peuvent couper les liens avec ceux qui essayent de rôder autour d'eux pour avoir une part du gâteau. On parlait de l'entrée en jeu des caïds de cité dans le business. Comment ça s'est passé? Comment ça se présente? Ça, on vient d'en parler, je te l'ai décrit. Quand certains se sont rendus compte que peut-être il y avait des business qui étaient moins faciles, mais à partir du moment où tu as un joueur de foot, que tu peux rentrer facilement... Enfin, le problème, il est aussi venu des clubs qui ont, certains, pas su mettre le verrou. En gros, à qui tu réponds au téléphone? Qui est l'agent qui représente le joueur? Si c'est le cousin qui veut croquer, mais qui a derrière lui des types louches. Le cas le plus emblématique, c'est celui de Paul Pogba. Bien sûr. Ouais. Là, on est vraiment là-dedans, mais on n'est même pas tant à ce moment-là. On parle pas de caïds de cité, puisqu'on parle plutôt d'amis d'enfance. Bien sûr. Mais si ces amis d'enfance se retournent parce que pendant 5-10 ans, ils ont été arrosés par le joueur, ils ont profité de l'écosystème, et qu'à un moment, parce que l'agent en question, en l'occurrence Mino Raiola, qui avait arrosé tout le monde pendant des années, n'est plus là quand il meurt, et que le nouvel agent, que tu as un nouvel intervenant qui peut être, j'en sais rien, la femme du joueur, qui dit il faudrait revoir tout ton entourage, il faudrait arrêter de donner à lui, ça va créer forcément un incident. C'est ce que ça a donné dans le cas de Pogba, et on s'est retrouvé dans une scène qui fait en gros film de bandit, quoi, où le mec se retrouve dans un appartement avec des gars qui en gros veulent clairement le racketter. Et à cette occasion-là, on a quand même eu pour la première fois un joueur qui a osé parler, parce que ces histoires de raquettes, on savait qu'elles existaient. Je crois que vous avez déjà parlé du cas d'N'Golo Kanté. Kanté, c'est un cas
Donc tout le monde a beaucoup de mal à parler depuis des années parce que c'est très difficile d'avoir des éléments et des preuves, mais effectivement les témoignages, on sait oui qu'il y a eu une pression qui a été mise sur sa famille. Alors ça commence toujours par je suis ton premier agent, mais je ne suis pas ton premier agent, je suis une sorte d'agent d'image. Ouais. Donc je vais m'occuper en gros de prendre les appels des marques ou des gens qui veulent s'occuper de toi ou qui veulent, je ne sais rien, moi faire un petit peu de promo sur toi. Et puis au passage, c'est moi qui vais prendre, je vais signer un contrat, je me suis occupé de ta communication, c'est un terme facile où tu mets un petit peu tout ce que tu veux dedans. Et autour d'N'Golo Kanté, oui, c'est même allé très loin. On voit quand même que c'est quelqu'un qui, derrière l'image du gentil garçon, lui, il l'est assurément. Sa carrière, elle a quand même été perturbée par ces histoires-là, au même titre que Pogba. Sont deux joueurs qui, depuis la Coupe du Monde 2018, Kanté, ça a été un petit peu après, puisqu'il a même gagné la Ligue des Champions avec Chelsea, mais il a toujours eu une carrière un petit peu perturbée. On voit que sa tête, parfois, a pu être occupée par des soucis plus graves, quoi. Et à propos de Pogba, c'est une question assez secondaire, mais est-ce que vous considérez que sa carrière est finie ? Est-ce que c'est possible de revenir sur le terrain d'abord parce qu'il a des pépins physiques et on l'a vu régulièrement. Lui, il dit que les pépins physiques lui sont aussi venus des pépins à la tête. Ouais. Et ça a effectivement pas dû être simple, mais là encore, c'est assez difficile de faire le lien. La seule chose qu'on peut faire, c'est le constat. On voit qu'il n'est plus là. Ouais. On voit que ce gars-là, depuis des années, la dernière fois que moi je l'ai vu sur un terrain, c'est à l'Euro 2021. Ouais. Et déjà là, on sait qu'il y avait des soucis autour de lui. Donc il avait su se motiver parce que quand tu es avec l'équipe de France, tu t'enfermes, on va dire, pendant un mois, tu peux un peu te couper des problèmes. Ouais. Mais derrière, en carrière de club, Pogba n'existe plus depuis des années maintenant. Et je suis persuadé que les problèmes qui ont entouré sa carrière ont perturbé celle-ci, évidemment. Bien sûr. Le système de la protection. Le système de la protection, c'est en gros, on vient de voir, on dit il faut que tu te protèges. Parce qu'en fait, c'est pas du tout cadré. Que je me protège. Non, le système de protection, ça peut pas être cadré ni par la Fédé, ni par personne. Ouais. Si moi, demain, je viens te dire, tu as besoin d'une protection, pourquoi donc ? Parce qu'il y a peut-être un tel qui va vouloir croquer sur toi. Ouais. Ah, d'accord, c'est très théorique. Et mais tu vas me dire, mais non, mais moi, j'ai pas besoin de protection. Et moi, je vais insister, je vais dire, si, vraiment, tu vas en avoir besoin de la protection. D'accord. Et je vais finir par te convaincre que tu en as besoin. Ouais. Parce que c'est moi, en fait, qui vais te mettre la pression. Donc, ma pression à moi, c'est ça qui va créer ce système-là qu'on a également eu dans le rap, ces règlements de compte. On n'a pas encore ça dans le foot. On n'a pas encore eu ça. On l'a eu à un degré moindre, mais on n'est quand même passé pas très loin d'un incident majeur avec l'affaire Diallo-Amraoui. On a quand même une agression en bande organisée. Ça va, je veux dire, dans le sens où elle s'en est remise et elle peut continuer à jouer, même si moralement, je pense que ça a été mentalement très, très, très difficile à traverser un enfer, Kara Amraoui. Mais on n'a pas eu le règlement de compte final, parce qu'on peut imaginer quelque chose de dramatique. Digne et forte. Non, ça aurait pu être bien pire. Bon, là, ils avaient visé juste de la mettre hors terrain, puisque c'était une rivalité sportive. Mais effectivement, là encore, des gens autour du dossier nous ont dit moi, on n'exclut pas que d'ici quelques années, il puisse y avoir des règlements de compte assez graves entre bandes qui veulent tirer la couverture sur la destinée d'un jeune joueur. Pour l'instant, on a des histoires de menaces, tu vas pas t'occuper d'un tel, c'est moi qui vais m'en occuper. C'est plus comme ça pour l'instant, mais il n'est pas exclu qu'on arrive à des choses assez graves. Ouais. Et en lisant votre livre à propos du grand banditisme, on découvre que ça touche particulièrement la ville de Paris et donc inévitablement le Paris Saint-Germain. Vous parlez d'une véritable mafia autour du club. Ouais, enfin attention, là, ça c'est encore autre chose. Mais sur ta question d'avant, on précise aussi qu'en fait, ça a changé de nature. Ouais. C'est les personnes qui ont changé. Mais le grand banditisme autour du foot, à la limite, il a peut-être plus existé dans les années 80-90 autour des milieux mafieux corses. D'accord. Où là, on les a eu les histoires. Jean Fernandez qui a fait le tour de la ville enfermé dans le coffre de la bagnole parce qu'il fallait qu'il fasse jouer le fils d'un parrain. Ouais. On n'était pas dans un banditisme de cité, on était dans quelque chose de plus traditionnel. Ça existait. Je reviens sur ce que vous disiez à propos de la ville de Paris. Je vais juste citer un passage. Donc vous parlez d'une mafia autour du club du Paris Saint-Germain. Oui, alors ça c'est l'histoire du Paris Saint-Germain. Oui. Ça n'a rien à voir. Non, ça c'est encore autre chose. Ça n'est pas lié au monde des agents. Non.
Mais ça tient pas à la ville de Paris, Non, ça tient plus au fonctionnement du Paris Saint-Germain, dont on parle, nous, dans l'after régulièrement. Bien sûr. C'est cette incapacité chez le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, à faire le ménage. Ouais. C'est en gros ce phénomène de cours qui s'est développé autour de la direction du club. Un homme qui a multicasquette, qui fait 1000 choses dans la vie. Président de fédé de tennis, de paddle, du PSG, ministère des Sports, enfin il fait tout. Et donc il est obligé de déléguer à plein de petits îlots de pouvoir autour du Paris Saint-Germain. C'est un fonctionnement, comme je le disais, de cours, ça crée des courtisans. C'est un management un petit peu à l'affect. C'est-à-dire on donne à lui pour lui faire plaisir parce qu'il a été sympa, on donne à lui pour service rendu. La corbeille du Parc des Princes est devenue un petit peu le lieu de pouvoir, là où il faut être vu, mélange de vedettes people, d'influenceurs, de gens conseillers de Nasser, et à l'arrivée, tu découvres, oui mais attends, c'est Bob qui doit avoir le dernier mot. Ah mais non, mais parce que le directeur de la com, il a dit ça. Un peu symbolisé autour de l'affaire Mbappé récente, où on a fait la communication de la saison prochaine pour les abonnements autour de sa personne. Lui dit j'étais pas au courant parce que le service de com l'avait prévenu que d'une partie du deal. C'est impossible qu'il n'ait pas été mis complètement au courant, peut-être pas sur l'usage final de la vidéo, mais lui se permet quand même de dire que le club travaille super mal sur ce dossier. Qui a pris cette décision ? D'où c'est sorti ? On ne sait jamais. Il y a 2 services de com. Il y a le service de com institutionnel pour Nasser, pour le club. Il y a celui des joueurs. C'est très compliqué. C'est très compliqué de comprendre le fonctionnement de ce club. Je le répète, c'est du courtisianisme. C'est tout le monde autour de Nasser constitue cette cour où les pôles de pouvoir luttent les uns contre les autres. Et au final, qui a le plus de pouvoir ? Alors ça reste un grand mystère. Après, vous dites, à la manière des proxénètes, certains individus missionnent des filles chargées de séduire des joueurs, puis d'obtenir photos ou vidéos intimes. Oh, Vous pensez à qui ? Attends, mais j'ai pas mal de procès en ce moment, donc on va se calmer un petit peu là. Vous me le direz après. Non, mais pendant un moment, c'est une méthode répandue. On raconte les histoires de. Il y en a beaucoup qui ont essayé de se payer des joueurs. Il y a l'époque où les joueurs arrivaient dans en boîte de nuit, ça se fait encore, où tous les portables doivent être laissés à l'entrée. C'est une question pour éviter les photos et les problèmes. Après, attention, il y a des joueurs qui, au PSG, découvrent la vie. Et se laissent aller. Il y en a certains qui ont eu quand même des problèmes, même cette année. Et après, ça se voit à leur performance sur le terrain ensuite. Vous pensez à qui ? Ils sont moins en forme. Il y a des joueurs qui, cette année, Verratti s'est un petit peu calmé. Il sort un petit peu moins. Mais Verratti, il découvre pas le monde de la nuit. Non, lui, il l'a découvert il y a longtemps. J'ai dit, maintenant, il s'est calmé. Mais là, c'est la saison d'Hakimi, ou les performances d'Hakimi depuis qu'il est au PSG, c'est assez étonnant quand même. C'est vraiment étonnant. C'est un joueur qui était très fort à l'Inter. D'ailleurs, il est allé fêter la qualification de l'Inter en finale de la Ligue des Champions. Visiblement, ça le met plus en jeu avec le PSG. C'est encore des choses que ce club accepte. C'est assez étonnant. Ça a été la pire saison du PSG depuis... franchement, je ne sais même pas si c'est pas la pire saison de l'histoire, au vu des moyens, de l'attente, de l'image que ça a donné. Le paradoxe, c'est que ça tombe sur l'année où ils vont battre le record de titres, mais le record, c'est des stats en fait. Ils vont battre le record de titres avec un 11e titre. Ok, mais ça, c'est des chiffres, c'est des stats. Ce qui compte dans le foot, c'est la trace que tu laisses. Et la trace, cette saison, elle est déplorable. Et ça suit... On attend l'interview de Nasser cette année, parce que l'année dernière, au mois de juin, il y a eu l'interview, c'est la fin du bling-bling. C'est maintenant, tout le monde se tient à carreau, et maintenant, tout va être tout beau, tout frais. Et ça a été encore plus dégueulasse que d'habitude. Alors ça me fait penser à un passage sur Neymar. Donc vous racontez les soirées de Neymar dans sa maison à Bougival. Donc pour ceux qui n'ont pas lu le livre. Bon, ça, maintenant tout le monde a raconté, même le maire de Bougival. Donc, Oui, mais vous racontez que donc Neymar s'est aménagé une boîte de nuit de 150 mètres carrés, que des bus de filles viennent. Des bus entiers de filles viennent, on récupère, donc c'est ce que vous disiez tout à l'heure, on récupère les portables pour pas savoir ce qui se passe pendant la soirée. Oui. Est-ce que la maison de Neymar est devenue une zone de non-droit ? Je sais pas, faut demander au maire de Bougival s'il raconte. Oui, parce que comme je vous pose la question, parce que vous savez honnêtement, tout. Mais Neymar, c'est pire que tout en fait.
comment le club peut accepter de le voir passer des nuits sur ses jeux vidéo. L'ANJ l'a mis sous contrôle, quoi. Et le club dit rien. Oui. Il fait la promotion de casinos en ligne, c'est totalement illégal sur le territoire français. Oui. Avec la nuance de s'il n'est pas sur le territoire français au moment où il en parle, ça passe. Mais comme il l'a déjà fait 3 fois, c'est impossible que ces 3 fois-là, si on regarde les dates et tout, il n'y en ait pas eu au moins une qui a été faite en France. Ou alors, si à chaque fois il est à l'étranger, c'est qu'il passe plus de temps à l'étranger qu'en France, qui est déjà un autre problème. Mais c'est complètement fou. Parce que cette année encore, il passe ses week-ends à Barcelone ou 2 jours sur Bon, là, de toute façon, vu qu'il est blessé, il fait un peu ce qu'il veut, quoi. Il est jamais là, il n'a pas à être là, donc il est tout le temps à droite à gauche. Mais là, il a franchi un cap. Faire la promotion des casinos en ligne, c'est complètement fou. Le gars, il est hors sol. Le club n'a plus rien le droit de lui dire. L'ANJ, l'autorité des jeux, dit c'est illégal, on va le mettre sous enquête et il se passe rien du tout. Bon, il se passe rien. Visiblement, comme l'année dernière, ils vont essayer de le transférer. On va voir, mais en tout cas, ce gars-là n'en a rien à cirer du PSG. Il n'a pas envie d'être là. Il n'a pas envie d'être là. Et il y a des supporters du PSG qui continuent de le soutenir, mais il n'a pas envie d'être des vôtres. Il n'a pas envie d'être avec vous. Il veut pas être là. Il l'a dit il y a 2 ans quand il a dit qu'il voulait partir au Barça. Derrière, il a fait la comédie de la réconciliation, de finalement j'ai envie d'être là, surtout que mon poteau Messi est arrivé. Mais Messi n'en a rien à cirer non plus du PSG. Ils n'en ont rien à foutre d'être là, les gars. C'est quand même incroyable d'avoir un club qui recrute des joueurs qui n'ont pas envie d'être là. C'est fou. Prenons des mecs qui ont envie d'être là. Et ils seront encore là l'année prochaine ? Mais sinon, Neymar, ils vont bien réussir à lui trouver une porte de sortie quand même à un moment. Et le fait que Messi, par exemple, il y a eu l'affaire, il est parti en Arabie Saoudite parce qu'il avait une permission, enfin il n'avait pas compris qu'il n'avait pas de permission. Une semaine après, il est titulaire, je crois, contre Strasbourg. Ajaccio. Contre Ajaccio, pardon. Ça vous évoque quoi ? Il était censé être... ça évoque qu'il y a eu un deal entre le Paris Saint-Germain et les avocats de Messi, puisqu'il y a un entretien préalable à licenciement qui était avancé. Le PSG a voulu taper très très fort. Alors, on va se faire Messi, quoi. Genre, on va envoyer un message très fort. Sauf que... pour licencier pour faute grave, il faut que le dossier soit très lourd et au vu des faits, la jurisprudence n'allait pas réellement dans ce sens-là, ça aurait été très compliqué, donc il y aurait pu avoir contre-attaque des avocats de Messi avec indemnité lourde à payer pour le PSG au terme d'une procédure qui aurait été très longue alors que Messi n'aurait plus été au Paris Saint-Germain, mais on aurait continué à parler de cette affaire, l'affaire Messi-PSG, attaque contre-attaque devant les tribunaux. Donc quand les avocats du PSG, le service juridique s'est rendu compte que ça pourrait durer très très longtemps et que finalement virer Messi ça allait être compliqué, il y a eu un deal qui est passé, tu t'excuses et on fait des belles excuses et puis on oublie tout quoi, puis on va pas plus loin. D'accord. Il y a quelqu'un que vous épargnez pas dans votre livre, c'est pas Neymar cette fois, c'est Didier Deschamps. Depuis, vous dites qu'il refuse de vous parler d'ailleurs. Ça c'est pas un problème qu'il refuse de me parler, hein. Ça, c'est pas... Qu'est-ce que vous lui reprochez ? Mais moi, en fait, très honnêtement, pas grand-chose. Les débats autour du jeu depuis 2018, c'est une chose, mais ça, c'est un avis sportif. On a le droit, comme on n'aime pas Mourinho et on préfère Guardiola, comme on peut préférer le jeu de Klopp plutôt que d'un autre entraîneur. Enfin, ça, c'est des discussions de foot, ça existe dans tous les pays. On a le droit de critiquer même quelqu'un qui gagne. On a le droit de critiquer Macron qui a gagné l'élection présidentielle. On a le droit de critiquer des chefs d'entreprise, mais Didier Deschamps, on n'a pas le droit de le critiquer. Ça, il ne veut pas, il ne supporte pas. Et immédiatement, je veux bien qu'on me critique dans le jeu, mais à quel point moi, j'ai jamais critiqué sur le privé. Moi, c'est sur le terrain. Après, que lui, en tant que manager, il fasse des choix sur tel et tel joueur, mais encore une fois, il a parfaitement raison de le faire. Nous, on a le droit d'essayer de savoir pourquoi, d'abord, il a puni Benzema pendant 5 ans, et qu'à ce moment-là, moi, je soutiens ce choix. Je soutiens ce choix. Benzema avait fait quelque chose de pas bien, même si c'était pour rendre service à un vieil ami. Il n'empêche qu'il s'est retrouvé mêlé à une histoire qui a eu raison de la carrière d'un autre joueur avec une tentative de chantage. Voilà, on raconte clairement les choses.
je peux comprendre le choix. Je peux même comprendre l'intervention politique à l'époque qui est de dire bah ouais, mais il y a l'Euro 2016 en France. Si au moment du rassemblement de l'équipe de France, on vient chercher Benzema pour un interrogatoire ou pour lui poser des questions, imagine l'image que ça va donner et des Bleus et de l'organisation de cette compétition. Donc, ok, on sacrifie Benzema, c'est triste, mais on va dire pour des motifs politiques, d'image de la France, je peux comprendre. On peut aller, pourquoi pas. Et puis effectivement, il avait fait de toute façon quelque chose qui était répréhensible. Il est puni pendant 5 ans. Le mec cartonne tout, est super fort et tout. On peut aussi comprendre que le gars, à un moment, soit rappelé. C'est ce qui est fait. Est-ce que c'est fait? Je pense qu'il y a de l'opportunisme des deux côtés. Lui avait envie de revenir. Deschamps, son attaque marchait plus très fort à ce moment-là. Il le rappelle pour l'Euro 2021, avec peut-être, je dis bien peut-être, le sous-entendu. Bon, en tout cas, si ça marche pas à l'Euro 2021, je pourrais dire que c'est de la faute de Benzema et de tous ceux qui ont voulu absolument qu'on le rappelle. Ça s'est arrêté dès les huitièmes de finale, mais il n'a pas pu tout remettre sur la gueule de Benzema parce que Benzema a plutôt été bon. Donc il est un peu emmerdé. Derrière, à la Ligue des Nations, où Benzema est encore très bon, bon, bah, il est obligé de se coltiner Benzema alors qu'il n'en a pas envie et que certains joueurs de l'équipe de France ne sont pas ravis de sa présence. Dire, moi, j'invente pas les images où quand Griezmann croise Benzema dans le championnat espagnol, ils se regardent même pas. Mais ça, c'est après la Coupe du Monde, non? Oui, c'est pour ça justifie en tout cas tout ce qu'on disait déjà. Ils vont à la Coupe du Monde, il est obligé, le gars, il est Ballon d'Or, il reçoit le Ballon d'Or. Bon, bah, tu l'emmènes. Sauf que au moment où la Coupe du Monde démarre, c'est là qu'on commence à décrire des faits qui sont bizarres. On décrit des faits qui sont bizarres. La phrase de Samir Nasri sur Canal, à mon avis, elle ne peut pas tomber par hasard. Comme quoi on l'a forcé à reprendre trop vite, comme quoi on a poussé l'entraînement pour qu'il se pète. Voilà, ce sont des interrogations. On peut se poser des questions dans la vie politique, sur une décision politique, mais l'équipe de France, on n'aurait pas le droit. Il y a un dossier médical qui dit que Benzema aurait pu jouer, peut-être pas dès les huitièmes, mais assurément en quart de finale. C'est pas bien. C'est pas bien. Di Maria qui ne rejoue que pour la finale et qui est magnifique lors de la finale de la Coupe du Monde, moi on va me faire croire que Benzema n'aurait pas pu être utile en finale de la Coupe du Monde ou en demi. Est-ce qu'avec Benzema, la France va en finale? Va en finale. Bah, je vois pas pourquoi il n'y serait pas allé. En tout cas, sur la finale, elle aurait certainement mieux joué. T'as un Kylian Mbappé qui est stratosphérique, qui te permet d'exister et de croire que tu vas être encore champion du monde. Ça tient à lui seulement. Parce que pour le reste, t'es pas au niveau. Moi, je pense qu'avec Benzema, t'aurais pu les gagner. Sur cette finale, Giroud et Griezmann sont pas bons. Sur le banc, tu fais rentrer des joueurs qui sont des joueurs qui deviendront peut-être forts, mais qui sont des joueurs de seconde zone. Tu joues avec Kolo Muani, Thuram, bon. Sur la compétition elle-même, est-ce que l'absence de Benzema permet à Griezmann de se libérer, à Mbappé de se libérer? Je ne dis pas le contraire. C'est du management. Il a le droit de faire tous les choix. Moi, je l'obligeais pas à reprendre Benzema. Et je l'oblige pas. Mais c'est juste que dans la façon dont il a été traité, je pense qu'il a été maltraité. Je pense qu'on a, c'est mon avis, fait en sorte qu'il sorte de l'équipe de France et qu'ensuite on nous a menti sur son indisponibilité. C'est tout. Mais après, assumons les choix. Mais la communication de Benzema, moi je la critique également. Plutôt que de faire passer des messages alambiqués, mystérieux, des énigmes, dis les choses comme tu as envie de les dire.